dans le cours d'équité avec les autres, on a fait, je fais un rapide rappel, on est passé dans le grand 2, 2.1, on a vu les pensées de Mandeville et de Machiavel. Donc dans le grand 1, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait pour rendre légitime l'exercice du pouvoir. Grand 2, dans les faits, ça marche pas. Ça marche pas parce que Mandeville explique que nécessairement ce sont les pires qui gouvernent. Alors je vous refais pas toute l'argumentation, elle se trouve déjà à l'intérieur, elle est en ligne, elle est sur les tapés, enfin, elle est scalée sur Colloque, donc tous les arguments qui sont déjà exposés, pas de souci pour ça, vous pourrez les retrouver. Maintenant, on va passer à un autre volet qui montre qu'il y a un problème de taille pour concilier la rationalité et la politique. Donc, j'ai réussi à mettre en place les conditions légitimes de rationalité sur l'exercice du pouvoir politique. C'est fait que la politique soit affaire de désir, donc ce sera le 2.2. La politique est affaire de désir. Et nous mentionnerons ici deux auteurs, notamment Spinoza dans son éthique et Frédéric Lordon, qui, en ce qui concerne le mérite d'être encore vivant, dans les affects de la Lordon, il a le mérite d'être encore en vie. Spinoza est mort depuis longtemps. Sa pensée est encore vivante. Et Lordon, lui, est une personne vivante à la pensée vivante. Peut-être que Frédéric Lordon, vous le connaissez. Généralement, les sympathisants de ce que certains appellent l'ultra-gauche, alors on ne sait pas trop ce que c'est, le connaissent. Vous n'êtes pas obligé d'être sympathisant de l'ultra-gauche. C'est quoi l'ultra-gauche en fait? C'est l'extrême gauche? Est-ce que c'est... Oui? Gauche non démocratique. C'est comme le centre alors en fait. Je réfléchis. Faut que j'y réfléchisse. On en reparle la semaine prochaine. Bon. Si je m'en souviens. Ok. Alors, il y a un problème de taille, c'est que, bon, c'est le titre de la section, hein. La politique est affaire de désir. C'est une idée qui est développée notamment, enfin, essentiellement, principalement par Frédéric Lordon, qui est un philosophe contemporain. Alors, du coup, si l'ultra-gauche n'est pas démocratique, je pense qu'il n'est pas d'ultra-gauche. C'est plutôt... Bon, en fait, souvent, vous savez, les philosophes, à part les philosophes libéraux, sont généralement plutôt de gauche. Il faudrait définir ce que c'est que la droite et la gauche. Plutôt de gauche au sens de Deleuze. Vous écoutez l'abécédaire de Deleuze, vous allez à gauche et puis vous aurez une définition qui colle à peu près avec les pensées philosophiques des philosophes contemporains. Même s'ils ne sont pas tous de ce bord-là, dans cette logique-là. Alors, en fait, Lordon, pourquoi j'ai mentionné Spinoza ici? Parce que la pensée de Lordon émerge à partir de la pensée de Spinoza. Lordon voit dans les trucs de Spinoza les origines de la politique, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle il faut que je vous explique un peu ce dont il en retourne chez Spinoza. À noter que souvent, quand on fait un cours sur le désir, alors je ne pense pas que je reprendrai les cours à la rentrée, si jamais c'était le cas, ce qui m'étonnerait, de toute façon, même si ce n'est pas le cas, quand vous ferez votre cours sur le désir, vous ferez forcément ce passage de l'éthique de Spinoza, enfin, il en sera nécessairement, on le mentionnera nécessairement. Alors, que dit Spinoza dans le livre 3 de l'éthique, un scoli très très connu? Spinoza, en fait, se demande ce que c'est que le désir, en fait, chez l'homme. Une question, somme toute, habituelle en philosophie. Et il remarque que le désir, essentiellement, c'est quelque chose que l'on peut rattacher à un appétit. Un appétit. Et cet appétit, on peut lui donner un autre nom, un nom latin. Ce nom-là, c'est le conatus. Alors, le conatus, c'est quoi? Le conatus, c'est quoi? Eh bien, c'est le désir de persévérer dans son être.
c'est le désir de continuer à exister. C'est, chez les animaux, ça se manifeste par l'instinct de survie, en fait, le conatus. Seulement, Spinoza remarque que l'homme est une créature particulière parce que son existence ne se limite pas au conatus, mais aussi au désir. C'est-à-dire que l'homme désire des choses. Il ne sait pas forcément pourquoi il les désire, il ne sait pas pourquoi il désire telle chose plutôt que telle autre, mais il désire, et il est conscient qu'il désire. L'instinct de survie, c'est quelque chose d'inconscient. Le conatus, c'est quelque chose d'inconscient. L'appétit, donc, c'est quelque chose d'inconscient. Mais le désir, c'est quelque chose de conscient. On a conscience qu'on désire. Spinoza dit que le désir, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit. C'est la formule exacte de Spinoza. Mais les motivations du désir sont, elles, inconscientes. Ce qui est problématique. Parce que ça veut dire que l'origine du désir, c'est quelque chose qui est à la fois passionnel, parce qu'on le subit, et irrationnel, parce que ça n'obéit pas au principe de la raison. C'est indépendant de la raison, le désir. C'est quelque chose de fondamentalement irrationnel. En fait, le sujet est affecté par des désirs, il ne décide pas par quel désir il est affecté, il subit de manière passionnelle ses désirs, et son désir n'obéit à aucune raison. Il est complètement irrationnel. Bon, alors ça c'est une première chose. Deuxième chose, on pourrait les mettre dans l'ordre que l'on désire, Spinoza remarque que s'il n'y avait pas de désir, eh bien il n'y aurait pas de vie. Vous comprenez bien que si personne ne désire vivre, donc s'il n'y a pas ce conatus, si personne ne désire vivre, eh bien tout le monde se laisse mourir. Si on n'a plus aucune raison de vivre, on se laisse mourir. Rationnellement, là encore, on n'a aucune raison de vivre. C'est un philosophe qui s'appelle Schopenhauer qui explique ça très bien. Vous pouvez le lire si vous voulez. Enfin, là, je fais un cours sur le désir. Mais bon, rationnellement, il n'y a rien qui nous conduise nécessairement à vivre. Mais nous désirons vivre. Ce désir est irrationnel. Mais sans ce désir, on se laisse dépérir, puisqu'on n'a plus de raison de vivre. C'est ce qui fait dire à Spinoza que le désir, c'est l'essence de l'homme. Ça, c'est une idée qui est révolutionnaire pour l'époque, et qui reste encore très très importante, parce que Spinoza s'inscrit en faux par rapport à la plupart des philosophes de son époque. Puisque pour Spinoza, l'essence du monde, elle n'est pas d'ordre rationnel, elle n'est pas subordonnée à la raison, comme vous pouvez le penser Platon, ou comme vous pouvez le penser Descartes, ou Leibniz, ou des gens comme ça. Non, le monde des hommes, il est fondamentalement irrationnel. L'essence de l'être humain est irrationnelle, puisque ce qui fait que l'être humain existe, c'est le désir, qui lui-même est irrationnel. Alors ça a conduit Spinoza à des conclusions qui l'ont amené à décider de publier son éthique après sa mort. Parce qu'il craignait que si ces conclusions eussent été connues de son vivant, eh bien, l'eurent conduit au bûcher. Vous allez comprendre pourquoi. Mais il faut resituer le personnage. Spinoza était juif, destiné à devenir rabbin. Il a été excommunié de la communauté juive, jugé comme un hérétique par la plupart des religions de l'époque. Enfin bref, ses bouquins ont été brûlés de son vivant après sa mort. De toute façon, vous savez bien que l'Église, dès qu'il y a un truc qui relève de la connaissance, ça finit directement au feu. Ça évite de se poser trop de questions. Bon, donc Spinoza arrive à la conclusion suivante. Il se dit, bon, si le désir c'est l'essence de l'homme, eh bien le fait que je désire quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose que je désire, c'est une bonne chose en soi. Ça veut dire que les propriétés de la chose sont nécessairement bonnes. Pour les chrétiens, il est nécessaire que le désir porte sur des choses qui sont objectivement bonnes ou mauvaises. Pourquoi ? Parce que si les choses elles-mêmes n'ont pas de propriété par rapport à la morale, n'ont pas de propriété intrinsèquement et métaphysiquement morale, eh bien il est impossible de juger si telle ou telle personne désire une bonne ou une mauvaise chose. Il faut bien qu'une chose soit bonne pour qu'on puisse juger que quelqu'un désire une bonne chose. Sinon ça ne marche pas. Je veux dire a priori, bien sûr. Bon, le christianisme a besoin que de définir des bonnes choses et des mauvaises choses. Celui qui désire les mauvaises choses est jugé comme un hérétique ou comme quelqu'un qui fait le mal ou un enfant de Satan ou des trucs comme ça. Et celui qui désire les bonnes choses et qui fait les bonnes choses, c'est jugé comme le Fils de Dieu, celui qui ira au paradis, enfin des trucs comme ça. Sauf que ça, c'est quelque chose qui est impossible pour Spinoza. Cette idée-là selon laquelle les choses pourraient avoir des propriétés qui seraient intrinsèquement morales. Pourquoi ? Enfin, en tout cas de ce point de vue-là. Parce que si le désir est premier par rapport
aux déterminations des choses elles-mêmes. C'est-à-dire que si on commence à désirer et que ce désir-là qui est irrationnel porte sur les choses, eh bien comme le désir est irrationnel, ça veut dire qu'il n'est pas forcément conduit à aimer des bonnes ou des mauvaises choses. Non, le désir, il désire. Et ceux qui désirent, ce sont juste les choses du monde. Ce qui fait qu'une chose devient bonne ou mauvaise, en fait, c'est qu'elle soit désirée ou qu'elle soit non désirée. Une chose qui est désirée devient une bonne chose. Une chose qui n'est pas désirée devient une mauvaise chose. Et Spinoza conclut, finalement, ce ne sont pas parce que les choses sont bonnes que nous les désirons, mais elles sont bonnes parce qu'on les désire. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'histoire de la philosophie et qui est très très anti-chrétien pour le coup. C'est l'idée selon laquelle la valeur d'une chose, en fait, dépend simplement du désir. La valeur de la chose ne dépend pas du tout de sa réalité intrinsèque, si vous voulez. Il n'y a rien qui dit qu'une chose est intrinsèquement bonne et que voilà, il faut la désirer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est parce que nous désirons la chose qu'elle devient bonne. Alors, c'est très facile à comprendre. Ça implique, par exemple, des relations mimétiques. Si vous observez tous les phénomènes de mode tels qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que les phénomènes de mode obéissent à cette logique du désir spinozien. Pourquoi est-ce que tout le monde veut l'iPhone 12? Pourquoi trouve que c'est une bonne chose? Parce que tout le monde trouve que c'est une bonne chose. C'est pas parce que c'est une bonne chose, c'est parce que tout le monde trouve que c'est une bonne chose. Je vous donne un exemple issu de l'histoire de l'art. Les Médicis étaient des mécènes, vous savez, à l'époque de la Renaissance. Et à cette époque-là, eh bien, une corne de licorne, c'est un truc qui n'existe pas. Vous comprenez bien que les licornes n'existent pas. Donc, ce qu'on appelait des cornes de licorne, c'était des cornes qui étaient travaillées par des artisans, enfin des objets complètement délirants que l'on mettait dans les cabinets de curiosité. Mais une corne de licorne, ça valait 30 fois plus qu'une toile de maître à l'époque. Aujourd'hui, on trouverait ça complètement débile. C'est-à-dire que personne ne troquerait une toile de licorne, une corne de licorne contre un Picasso, par exemple. Et ça n'aurait pas de sens. Une corne de licorne, je sais pas, ça finit presque directement à la poubelle, sauf comme objet de curiosité qui date de la Renaissance peut-être, mais sinon ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de valeur à nos yeux. Mais le fait que ça n'ait pas de valeur, c'est pas parce que ça n'a pas de valeur en soi. C'est juste que personne ne désire ça, en fait. Donc la valeur des choses dépend vraiment du désir qu'on leur porte. C'est ça l'idée de Spinoza. Alors qu'en fait Frédéric Lordon? Ce que considère Lordon, il se dit c'est exactement la même chose pour la politique. En fait, dans le cadre d'une élection, entre guillemets, démocratique, quand il s'agit de plébisciter un candidat, ou quand il s'agit de plébisciter un parti, eh bien, on ne va plébisciter le candidat ou le parti qu'à la condition que ce candidat et ce parti nous paraissent désirables. Quelqu'un qui nous paraît indésirable, quelqu'un qui n'est pas séduisant, qui ne plaît pas, ne sera pas plébiscité par la foule. La foule ne votera pas pour cette personne-là ou pour ce parti-là. Bon, la condition sine qua non pour prendre le pouvoir politique dans un régime qui nécessite de faire appel à une certaine forme à être plébiscité par les gens, eh bien, c'est de se montrer charismatique, séduisant, agréable, enfin en un mot, désirable. Il faut être désirable. Mais si c'est comme ça que ça se passe vraiment, ça veut dire que, c'est ce que dit Lordon, ça veut dire que celui qui est élu, celui qui prend le pouvoir, c'est celui qui, à un moment donné, réunit le plus gros affect commun. Donc les gens sont gouvernés par leurs désirs, par leurs affects, ils sont affectés par leurs désirs qui influencent leurs décisions. Et celui qui a réussi à réunir, à fabriquer le plus gros affect commun, c'est celui qui prend le pouvoir politique dans un régime dans lequel les gens votent pour un candidat, dans lequel un candidat a besoin d'être plébiscité par des masses, par des foules. Bon, dans ce cas, on voit bien que ce n'est pas du tout la rationalité qui guide la politique. Et la rationalité ne peut même pas guider la politique. Parce qu'il faut bien comprendre que, imaginez une situation dans laquelle vous avez, je ne sais pas, deux candidats dans une élection. Le premier candidat, eh bien, on peut très bien concevoir que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, lors de ses discours, explique le fonctionnement de la vie politique, explique ce qui est important en politique, comment on prend une décision, pourquoi est-ce que telles décisions sont plus pertinentes que d'autres. Enfin, c'est quelqu'un qui fait de la pédagogie politique en quelque sorte, qui explique aux masses, voilà comment fonctionne la politique, ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que telle décision est meilleure que telle autre. Enfin, il justifie par des arguments et par des preuves tout ce qu'il dit. Bon, vous imaginez que face à ce genre de discours,
eh bien, la plupart des gens soit s'endormiront devant, soit n'écouteront pas, enfin, ça leur plaira pas. C'est pas très excitant tout ça. Si en face de ce candidat, vous mettez quelqu'un de beau, jeune, charismatique, qui réussit à soulever les émotions en poussant des phrases chocs, projet, des trucs comme ça, vous voyez, qui s'énerve comme ça un peu devant les masses et qui harangue les foules, et là tout le monde est transporté un peu comme dans un stade de foot, celui-là, nécessairement, sera beaucoup plus désirable et beaucoup plus plébiscité, parce qu'il attirera une sympathie naturelle. Il ne sera pas barbant, vous comprenez, il sera proche des gens, il ira leur serrer des mains un peu partout au salon de l'agriculture, et puis dans des usines, ils iront faire de belles promesses, se taper dans le dos, faire des selfies, voilà. Donc il sera séduisant pour qu'on vote pour lui. Oui. En fait, en réalité, leur don après est lancé à tous les régimes politiques, dans l'idée selon laquelle, si on veut garder le pouvoir, il faut aussi être désirable. Ou alors, sauf à recourir à la force, mais ça on y viendra. C'est vrai que dans les régimes entre guillemets démocratiques, c'est pas parce que vous votez pour quelqu'un que c'est démocratique. Dans un régime dans lequel on vote pour quelqu'un, bah oui, là il y a effectivement une partie très importante qui est liée au désir. Alors, il y a un auteur de science-fiction qui parlait de ça dans les années 50, c'est Ray Bradbury. Fahrenheit 1951. Ça, c'est publié en 1954, donc il y a environ 60 ans. Je vous donne cet exemple parce que ça peut être bien de donner des exemples issus de la science-fiction. Les profs de philo aiment bien ça, souvent. Souvent. C'est pas une règle générale. C'est un exemple pertinent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle brûle le papier. C'est une dystopie dans laquelle les pompiers ont pour rôle de brûler les livres. Voilà. Sauf que le héros du livre, Montag, lui aime bien les bouquins. À chaque fois qu'il crame des livres, il en vole quelques-uns et il les cache dans son grenier, ce qui est parfaitement illégal et passible de peine de mort. Pas des coups de l'eau. Bon. Donc, ce qui se passe au moment dans le bouquin, la femme de Montag, qui est l'archétype en fait de la personne complètement lobotomisée par le système totalitaire, invite des amis à elle pour dîner. Et lors de ce dîner, démarre une discussion politique. Et là, les convives se demandent pour qui ils vont voter aux prochaines élections présidentielles. Alors, il y en a une qui dit, mais tu vois, le candidat, là, il est petit, rabougri, il est moche, non, il me plaît pas. Moi, je vais plutôt voter pour le président noble. Puis l'autre lui dit, ah ben oui, moi aussi, le président noble, il est beau, il est jeune, il est dynamique, voilà, moi, je vais voter pour lui. Puis l'autre dit, ah oui, c'est vrai qu'il est jeune et dynamique, ouais, il faut qu'on vote pour le président noble. Voilà. Et donc, ça illustre en fait cette espèce de situation pathétique, hein, vraiment pathétique, dans laquelle des gens, en fait, en arrivent à plébisciter des personnes pour les gouverner au motif qu'ils sont beaux, jeunes et dynamiques. Sur cette base-là, il n'y a même plus besoin d'avoir de programme politique, si vous voulez. Si vous arrivez à à vendre votre image comme étant l'image de quelqu'un de beau, jeune et dynamique, bah, ça suffit à faire voter, en fait. Donc, je vous laisse réfléchir s'il y a des États dans le monde dans lesquels on a élu quelqu'un parce qu'il était beau, jeune et dynamique et qu'il n'y a pas de programme. Vous voyez, si ça vous rappelle quelque chose. Donc, ça montre bien qu'on n'a pas besoin d'idées, on n'a pas besoin de rationalité, on n'a pas besoin de vertu non plus pour prendre le pouvoir. Et même, là je vais avoir un propos qui est très proche aussi de Machiavel en fait, c'est que la vertu, la moralité, l'intelligence, l'altruisme, des valeurs telles que celles-ci, sont des valeurs néfastes pour celui qui veut gouverner. Parce qu'elles ne font pas vendre, si vous voulez. Elles ne séduisent pas. C'est pas sexy tout ça. Non, ce qui est sexy, c'est une certaine forme de représentation qui, de surcroît, font appel à une certaine libido qui n'est pas la libido scientifique, donc pas le plaisir de savoir, si vous voulez. Alors, bien sûr, on pourrait faire une objection à ce propos-là, on pourrait se dire que dans une société dans laquelle on aurait soif de savoir, eh bien, ce seraient les candidats qui seraient les plus rationnels, qui seraient plébiscités, sauf qu'évidemment, on comprend bien que le pouvoir politique n'a pas intérêt, c'est la limite de la pensée de Kant d'ailleurs, n'a pas intérêt à faire en sorte que les gens soient curieux, soient sachants, et donc on retombe sur des choses comme dans Fahrenheit 451 où on vote pour des présidents, on élit des présidents parce qu'ils sont beaux, jeunes et dynamiques. Donc c'est un peu déprimant tout ça,
Mais d'un autre côté, bah, c'est quand même assez convaincant, si vous voulez. Lordon, il n'a pas tort quoi, de dire que la politique, ben, c'est une affaire d'affect. C'est pas d'abord une affaire de raison. D'ailleurs, peut-être que le seul modèle politique dans l'histoire de la philosophie qui est vraiment affaire de raison, c'est la République de Platon, et ça reste quand même une sorte de régime totalitaire. C'est-à-dire que, concrètement, on n'a pas le droit de se révolter contre le pouvoir, sinon on est exilé dans le meilleur des cas, exécuté dans le pire des cas. Alors, Platon lui-même a le sentiment que pour réussir à imposer le règne de la raison, il faut aussi recourir à la force. Ça se fait pas dans la douceur. Parce que les gens ne veulent pas de la raison. Voilà, alors on va pouvoir noter. Alors, je récupère la version écrite. Attends, parce que je les prenne dans l'ordre. Voilà. Donc, Frédéric Lordon, son nom est tout à l'eau et Frédéric c'est Frédéric. Frédéric Lordon propose une analyse des systèmes politiques. Frédéric Lordon propose une analyse des systèmes politiques qui repose sur les affects. Qui repose sur les affects. Point. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie que développe Spinoza dans l'éthique. Point. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie que développe Spinoza dans l'éthique. Point. Spinoza constate que la survie des hommes constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre, virgule. Spinoza constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre, virgule. À un conatus. Point. Conatus, c'est totalement. Spinoza constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre, à un conatus. Point. C-O-N-A-T-U-S. Point. Ce conatus est une forme d'appétit inconscient. Ce conatus est une forme d'appétit, inconscient, qui conduit les hommes à vouloir exister. Ce conatus est une sorte d'appétit inconscient qui conduit les hommes à vouloir exister. Point. Les hommes, pourtant, sont conscients de leurs désirs. Point. Les hommes, pourtant, sont conscients de leurs désirs. Point. Mais ils ignorent pourquoi ils désirent. Point. Ainsi, Spinoza affirme que, ouvrez les guillemets,
Spinoza affirme que, ouvrez les guillemets, le désir, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit. Ainsi, Spinoza affirme que, ouvrez les guillemets, le désir, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit. Fermez les guillemets. Point. En effet, l'homme a conscience de désirer. En effet, l'homme a conscience de désirer. Même s'il ne choisit pas de désirer. La liberté de l'homme est sacrément bafouée. Même s'il ne choisit pas de désirer. Vous avez peut-être déjà fait ça avec M. Mougeot quand vous avez vu la question de la liberté. Le désir, c'est ce qui détermine la volonté, c'est indépendant de la volonté. Point. Cela conduit Spinoza à conclure que, ouvrez les guillemets, cela conduit Spinoza à conclure que, ouvrez les guillemets, excusez-moi, c'est la digestion. Le désir, c'est l'essence de l'homme. Fermez les guillemets, virgule. Le désir, c'est l'essence de l'homme. Fermez les guillemets, virgule. La condition nécessaire de son existence, la condition nécessaire de son existence, c'est la condition nécessaire de son existence, et de sa perpétuation en tant qu'espèce. Sa perpétuation en tant qu'espèce. Je rappelle que Schopenhauer préconise que nous arrêtions de nous reproduire pour mettre un terme à cette mascarade qu'est l'humanité. Si on fait un cours sur le désir, on en reparlera. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Voilà. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. Point virgule. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. Point virgule. C'est bon. Pas fondamentalement guidée par la raison. Point virgule. Elle obéit au désir. Virgule. Elle obéit au désir. Espèce de logique du désir. Virgule. Aux passions. Virgule. Et se trouve alors être fondamentalement irrationnel. Et se trouve alors être fondamentalement irrationnel. Point. Et courage, on avance. Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses, Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses ne dérivent pas de leur propriété, ça n'a rien à voir avec la propriété des choses, ne dérivent pas de leur propriété, mais sont intimement liés au désir. Point. Mais sont intimement liés au désir. Point. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce qu'on la désire.
on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, et elle est bonne parce qu'on la désire. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce qu'on la désire. Très contre-intuitif, surtout pour les héritiers du judo-christianisme, islam, comme nous. Enfin, pour des héritiers des religions monothéistes. Allez, on a bien avancé, mais il faut encore qu'on avance encore un peu. Point à la ligne. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Point. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Point. Pour lui, la politique est avant tout affaire d'affect. Pour lui, la politique est avant tout affaire d'affect. Virgule. De passion, virgule. De désir, point. Bon, je vous fais faire une pause, je vais vous raconter une anecdote. Bon, c'est une blague de philosophe, alors je suis pas sûr que ça vous fasse marrer. Il y a 2 ans, j'étais à un colloque à l'École normale supérieure de Lyon, et donc il y avait c'était un colloque un peu particulier parce que c'était un colloque de philosophie économique. Donc, il y avait 80% d'économistes là-dedans et 20% de philosophes, en gros. Je vous sors en ratio qui sont de nulle part. Je crois qu'il y avait encore plus d'économistes que ça. Et puis je vais à une conférence avec un titre très putaclic, si vous voulez, c'était néolibéralisme et gouvernementalité. Et alors juste avant cette conférence, il y en avait une autre justement sur Lordon et la politique. J'étais assis à côté d'un vieux prof de philo de Sciences Po, avec qui je venais de sympathiser. Et alors là, donc il y a l'intervenant qui est un économiste et qui commence à parler de la politique chez Lordon et donc du conatus. Et voilà, pour Lordon, non pour Spinoza, voilà, bah, toute chose est un conatus, les êtres humains, les êtres vivants, les chaises. Et là, bon, j'ai mon camarade à droite qui me tape sur l'épaule. Il me dit le conatus de la chaise. Puis il s'est levé, il est parti. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop dur pour vous. En fait, une chaise, ça n'a pas de conatus. C'est un être inerte. Oh, sa vie passe. Là. Je le tape, il ne bouge pas. Non, voilà, le conatus, ça s'applique juste aux êtres vivants. Mais les économistes ne savent pas forcément ça non plus, donc on va quand même leur être charitable avec eux. C'est quand même ouf qu'un mec qui travaille sur Lordon nous sorte un truc comme ça, quoi, le conatus de la chaise. Alors à la fin du colloque, le même prof est venu me voir, enfin c'était le moment où on nous servait les viennoiseries et le café. Il me dit quand même, tu sais, c'est une très grande pauvreté intellectuelle ce qui se passe ici. J'ai pas osé répondre. Moi, vous savez, je venais de débarquer, le mec devait avoir 65 balais. J'allais pas bouger. Je bougeais pas le petit doigt. J'avais moi-même très peur d'être jugé à ce moment-là. Bon, alors on y va, on avance. Le vainqueur, alors à la suite, le vainqueur en politique est le plus désiré, virgule. Le vainqueur en politique est le plus désiré. Virgule. Ouais. Celui qui réunit le plus gros affect commun. Le vainqueur en politique est le plus désiré, virgule. Celui qui réunit le plus gros affect commun. Les chercheurs ne sont pas toujours sympas entre eux. Point. Mais souvent ils le sont. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. Point. Je n'en remets toujours pas de cette histoire de chaise. Ce qui détermine réellement la vie politique,
c'est le désir irrationnel. Ce qui détermine réellement la vie politique, c'est le désir irrationnel. Point. À la ligne, exemple. En plus, ouais, je vais vous donner l'exemple de Bradbury. Dans Fahrenheit 451, je ne sais pas si j'ai mis le H au bon endroit. Attendez, je vérifie. Non, le H, pardon, il y a deux H déjà. Attends, je vais la réécrire parce que là, c'est quand même un scandale. Dans Fahrenheit 451, Bradbury expose une scène, vous devriez le lire, c'est très bon, Fahrenheit 451. Bradbury expose une scène dans laquelle les personnages, Bradbury expose une scène dans laquelle les personnages discutent des élections présidentielles. Discutent des élections présidentielles. Point. Il est question de plébisciter un candidat plutôt qu'un autre. Il est question de plébisciter SC. Plébisciter un candidat plutôt qu'un autre. Au motif que celui-ci est jeune, beau et dynamique. Point. Au motif que celui-ci est jeune, beau et dynamique. Point. Cet exemple tiré d'une fiction, bien sûr, ça n'aurait pas pu arriver dans la vie réelle. Ça. Cet exemple tiré d'une fiction illustre le fait que la vie politique est essentiellement irrationnelle. Mais voilà, ça reste une fiction. Ça nous guette pas. On est hashtag on vaut mieux que ça. On est trop bien pour ça. Nous, on se fait pas avoir par des trucs comme ça. Ça prend pas ça. Ça prend pas. Ça, c'est le genre de choses qui ne fonctionnent pas au pays des droits de l'homme. C'est-à-dire trop attaché à nos droits, à notre liberté. Vous voulez décider quelqu'un parce qu'il est beau, jeune et dynamique. On est un peuple d'intellectuels. D'ailleurs, les Américains, ils sont pas intello, ils élisent Trump. Nous, intellectuels, on va là-dessus. Bon, allez, 2.3, ce sera la dernière section de cette partie-là. Alors, je voulais faire ici la pensée de Tocqueville, mais j'ai changé d'avis. Je la ferai plutôt dans le grand 3. Ça paraîtra plus pertinent. Bon, là, c'est un nom un peu mystérieux, si vous voulez, mais je m'étais dit que ce serait bien de temps en temps d'avoir un nom un peu moins explicite. Mais bon, le contenu du paragraphe sera très explicite. Raison et matière dans l'histoire. Il y a fait les rapports entre l'histoire et la politique. On mentionnera ici donc, deux auteurs principalement. Donc, ça, c'est le plan de la raison.
Hegel. On parlera notamment de la phénoménologie de l'esprit. On comprend un peu comme on aime. Et de ses cours sur l'histoire, notamment la raison dans l'histoire. Hegel aimait bien les manuscrits. Donc là, on est dans la première moitié du 19e siècle. Et pour la matière, bon, c'est un peu son successeur, un peu son fils, mais son fils prodigue, si vous voulez, c'est tourné de lui, Marx. Donc bien sûr, il y aura le manifeste, on parlera de ça dans la manifeste. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais juste vous raconter 2-3 trucs pour vous introduire à ces idées-là. Bon, Marx, je pense que tout le monde a déjà au moins entendu parler une fois. J'ai vu des élèves dans d'autres classes avoir des t-shirts avec Marx, Bakounine et Lénine d'ailleurs, donc c'est des gens très concernés par la chose. Donc Marx, bon, le manifeste du Parti communiste, les mouvements révolutionnaires en Russie se sont inspirés de sa pensée. Bon, il faut voir ce qu'ils en ont fait. Et bon, ils s'en sont inspirés en tout cas. Après, dans l'application, hein, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et Hegel, peut-être que vous le connaissez moins, c'est un des philosophes qui est à la fois les plus admirés, parce qu'il a une œuvre qui est immense et qui est très très peu abordable, donc très inaccessible, et aussi un des plus controversés, parce que il y a des philosophes qui se demandent si son œuvre n'est pas une immense escroquerie intellectuelle. Schopenhauer disait de Hegel qu'il faisait exprès d'écrire des choses apparemment compliquées pour cacher des platitudes absolument ridicules, qui cachaient des idées extravagantes devant des formules alambiquées, et qu'en fait il n'était ni plus ni moins que le philosophe officiel du gouvernement allemand de l'époque. C'était un valet de ministre, un écrivailleur d'absurdité, disait Schopenhauer. Karl Popper, au XXe siècle, accusera Hegel d'avoir été responsable en grande partie de l'idéologie nazie. Donc quand je vous dis qu'il est controversé, c'est qu'il est vraiment controversé. Or souvent les lecteurs de Hegel disent que non, c'est une mauvaise interprétation de Hegel, que Hegel, non, Hegel n'avait pas un esprit totalitariste, Hegel n'était pas raciste, bon, même s'il disait que les Noirs étaient tous des sorciers, je cite le texte. Je cite, ouvrez les guillemets, tous les Noirs sont des sorciers, fermez les guillemets, Hegel. Voilà. Ça c'est dans La raison dans l'histoire. Donc vous comprenez qu'il soit un peu controversé. Non mais il va même jusqu'à dire quand même que l'esclavage, donc la traite négrière, c'est ce qui a permis au peuple noir d'Afrique d'être libéré grâce aux gentils blancs européens. Voilà. Bon, alors je vous laisse méditer là-dessus. On débunkera ça la prochaine fois.